Cathy Rouverol à la technique, Jean-Paul Pascal au micro, c'est la voix au chapitre. Au renvoi au chapitre aujourd'hui, Marielle Salté-Boisson qui vient nous parler d'Alma, mémoire d'une Cévenole, paru chez Complice Éditions. Bonjour Marielle. Bonjour. Camille Elie pour Et on oubliera tous les affreux, sorti il y a quelques semaines chez Mots Écrits Éditions. Bonjour Camille. Bonjour. Gérard Guy pour un recueil de ses chroniques radiophoniques sur Radio Grille Ouverte, Histoire 2, également chez Complice Éditions. Bonjour Gérard. Bonjour à tous. Vous êtes venu aujourd'hui en compagnie de votre éditeur Gérard Auger, qui est derrière la vitre et que je salue également. Gérard Guy est passé ce matin en voisin, enfin voisin de grille en tout cas sur cette antenne, puisque vous avez pu l'entendre tout à l'heure à 9h15 et il récidivera dans un moment à 12h05. Et il en est ainsi depuis bientôt 2 ans avec des Histoires 2 qui sont devenues aujourd'hui, par la grâce de nos amis de Complice Éditions, un recueil de ces chroniques radiophoniques. Alors Gérard, avant de parler de vos Histoires 2, un mot peut-être sur votre parcours de médiateur culturel qui vous a conduit ces 30 ou 40 dernières années, je crois, du cratère à la médiathèque Alphonse Daudet, sur un déplacement d'à peu près 200 mètres. Voilà, je calculais, ça fait environ du 0,5 mm à l'heure. Bravo à la mobilité. Mais enfin, peu importe. Quelle est la fonction de médiateur culturel dans ces honorables institutions ? La fonction de médiateur culturel, c'est d'essayer de mettre en relation un créateur, ses œuvres et le public. Voilà. Je le schématise, mais c'est comme ça. En employant des divers moyens, la communication, l'animation, les rencontres, tout ce qui peut faire en sorte que, à un moment, parce que moi j'ai toujours privilégié ça dans mon travail, c'est que le lecteur, par exemple, qui rencontre un écrivain et qui rencontre le livre, œuvre de cet écrivain. Voilà. Et le travail du médiateur culturel, c'est de faire en sorte que cette rencontre, qui est souvent magique, puisse avoir lieu. Avant d'animer des émissions, vous étiez déjà amoureux de la radio. C'est une rencontre qui remonte il y a bien longtemps. J'hésite à parler de Poste à Galène. Mais bon, non, les années 80, on avait quand même des transistors déjà. Ouais, c'est une rencontre que vous relatez dans l'introduction de votre livre. Ouais. Le petit œil magique, ça c'était encore avant. C'était encore avant, c'est les années 50. J'ai 5-6 ans et il y a ce poste-là qui trône dans la pièce principale de la maison et qui marche pratiquement toute la journée, quoi. Donc, pendant les vacances, le samedi, le dimanche, le jeudi, à l'époque, c'était le jeudi, le jour de vacances, j'écoutais la radio. Et là, je découvre plein de choses, la musique, l'opéra, les écrivains qui parlent de leurs livres, la chanson, la poésie, l'humour, voilà. Et puis vous êtes passé de l'autre côté du poste avec Radio Fil-à-Soie dans les années 80. Voilà, oui. Avec l'incontournable Yves de Fagot. L'incontournable Yves de Fagot, déjà à l'époque. Oui, j'ai animé ou co-animé plusieurs émissions. Déjà, je racontais des histoires, mais c'était pas les miennes. Voilà, j'ai un souvenir magnifique de ces années-là. Et puis, depuis 2 ans, maintenant, vous voici sur le 88.2 pour un exercice hebdomadaire qui, personnellement, me charme. Et si j'en crois les réactions des auditeurs, je ne suis pas tout seul, ce sont vos Histoires 2. Comment est né le concept de cette émission ? Alors, il faut peut-être rappeler pour les auditeurs qui dorment encore à 9h15 et qui sont devant la télé déjà à 12h05. C'est né comment, les Histoires 2 ? Yves de Fagot me pressait depuis longtemps de lui proposer une émission. À l'époque, je travaillais beaucoup, j'étais très pris dans la journée, le soir, donc je ne pouvais pas m'engager vraiment à faire. Et puis, à quelques mois de la retraite, j'ai commencé un peu à lever le pied et il y a du temps qui s'est dégagé à ce moment-là. Donc là, j'ai pensé à ça parce que j'adore raconter des histoires. J'aime qu'on me raconte des histoires. Les conteurs, je suis fan des conteurs. J'aime qu'on me raconte des histoires, mais j'aime aussi en raconter. Vous avez largement trempé dans le festival de la parole, dans le défunt festival de la parole. Oui, bien sûr. Oui, je suis récidiviste. Alors, qu'est-ce qui vous guide dans le choix des sujets de ces chroniques ? Alors, je veux des histoires vraies. Voilà, c'est toutes ces histoires qui sont dans le recueil et puis celles qu'on a enregistrées depuis, parce qu'il y en a un petit peu plus, sont des histoires vraies à la base, que je réécris à ma manière. J'essaie de m'en imprégner, avec plusieurs sources, de façon à ne pas dire trop de bêtises. Et puis après, je les mets en scène.
je vais dire, c'est comme ça. Voilà. Et ce qui m'intéresse dans chacune de ces histoires, c'est que toutes sont révélatrices d'une part de notre humanité. Et ça, c'est voilà, ça c'est la base de l'histoire. Enfin, bon, vous dites tout est vrai dans les histoires, mais enfin, bon, on le sait quand même, le conteur est menteur par essence, par construction, par définition. Alors bon, vous sacrifiez bien parfois un peu la vérité au profit de la belle histoire. Hein. Voilà, voilà, c'est ça quand je dis, je l'écris à ma manière, c'est que quelquefois je trouve une histoire qui me paraît extraordinaire, mais elle fait 10 lignes, quoi. Et donc, c'est pas suffisant. Donc, autour de ça, j'essaie d'imaginer quelquefois des personnages, quelquefois des situations, mais le fond est vrai, quoi. L'histoire s'est passée. Après, le reste, bon, je laisse au lecteur le soin de voir ce qui est un peu romancé, voilà. Oui, puis on est bien d'accord, il vaut mieux un beau mensonge qu'une vilaine vérité. Absolument, mais qui disait, c'était Dumas qui disait qu'on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Alexandre Dumas qui disait ça. Oui. Alors, il y a une autre difficulté, bon, celle-ci qui est inhérente à la radio et qui consiste à faire court. Alors, bon, en ce qui me concerne, en moins de 56 minutes, je ne sais pas faire, et encore, c'est parfois plus, Cathy peut en témoigner. On peut faire un peu un parallèle avec l'écriture d'une chanson, là, dans vos chroniques, on a à peu près le format d'ailleurs. Hein. Oui, c'était un impératif aussi. Je voulais que ça soit court. 3 minutes et demie, 4 minutes maximum. Il n'y a qu'une fois où j'ai pas pu tenir le pari et bon, j'ai fait une histoire en 2 parties. Voilà, parce que ça oblige à une concision, à élaguer, à pas faire de la littérature, mais à aller à l'essentiel de l'histoire. Voilà, ça c'est ce qui m'intéressait aussi, c'était cet exercice-là, qui est pas toujours facile. Et puis bon, la radio, il faut qu'il y ait du rythme aussi, ouais, ça va, il faut que ça bouge, quoi. Hein. Ouais. Parmi les personnages que vous mettez en scène dans vos histoires, j'imagine qu'il y en a quelques-uns auxquels vous êtes particulièrement attachés quand même, des personnages que vous avez découverts. Ah ben tous. Peut-être une faiblesse pour Roland d'Orgelès, l'écrivain, qui est quelqu'un qui paraît très très sérieux comme ça. Son écriture est quand même pas de la gaudriole, quoi. Et lui, c'était un sacré déconneur, si je peux me permettre. Particulièrement facétieux. Facétieux, montant des canulars. J'en raconte 2 dans les histoires d'eux, mais il y en a eu d'autres. Hein, c'est vrai, c'est un personnage comme ça. J'aime bien l'histoire d'Einstein aussi, qui se fait remplacer par son chauffeur pour faire une conférence. Je trouve ça absolument... Et ça correspond tellement au personnage d'Einstein tel qu'on le connaît. Voilà, et puis oui, il y en a d'autres. Bon, mais je crois que tous ces personnages m'ont touché d'une façon ou d'une autre. Ouais. Même les plus grands, les escrocs comme Victor Lutzig, qui a vendu 2 fois la Tour Eiffel à des gougos. Bon, c'est un escroc, c'est pas un enfant de cœur, mais il y a un côté attachant dans ce personnage-là. Et puis en même temps, on apprend effectivement plein de choses. Fleming n'a pas découvert la pénicilline. Enfin, si, on peut le dire qu'il l'a découverte, mais vraiment par hasard. Et il a pas compris ce que c'était. Il n'a pas compris tout ce qu'il pouvait en tirer. Et voilà, ça c'est bon. Dire que il a eu le prix Nobel. Mais... Voilà. Très bien, quoi. Vous pouvez nous en lire une petite rapidement, là. Alors, je vous prends tout à fait au dépourvu, ça n'était pas du tout prévu. Mais voilà, vous avez votre livre près de vous, donc une relativement courte. Enfin, non, elles sont toutes à peu près au même format. On va faire sur le débit de la parole, là. Hein. pour quand même, je crois que, bon, je l'ai dit, bon, les auditeurs n'écoutent pas forcément au bon moment, donc je crois que c'est intéressant. Et puis bon, pour donner envie de lire le livre aussi, quoi. Alors, une prophétie. On va rentrer dans l'histoire de France. Nous dirons qu'elle a un physique plutôt ingrat. Sur le visage se devine une certaine sévérité. Les lèvres pincées semblent n'avoir jamais connu le moindre sourire. Son austérité se lit jusque dans ses vêtements stricts, sombres, qui ne laisse voir que les mains et la figure enserrées dans un voile qui couvre la chevelure. Bref, si on en croit ses portraits, avec elle, ça ne devait pas rigoler tous les jours. Pourtant, cette femme a connu un destin exceptionnel. Elle s'appelle Catherine de Médicis,
Issue d'une des plus célèbres familles de l'aristocratie italienne, elle épouse en 1533 Henri, duc d'Orléans, dont elle aura 10 enfants. À la mort de son père, François Ier, Henri devient roi de France sous le nom d'Henri II. La voilà reine de France, ce qui n'était pas prévu. Son époux n'était que deuxième dans l'ordre d'accession au trône et doit son couronnement à la mort prématurée de son frère aîné. Catherine va régner 12 ans aux côtés d'Henri jusqu'à la mort de ce dernier, grièvement blessé à la tête lors d'un tournoi en 1559. Son fils aîné devient François II et Catherine est reine-mère. Mais l'année suivante, le nouveau roi meurt de maladie. Son frère cadet lui succède automatiquement sous le nom de Charles IX. Comme il n'a que 10 ans, Catherine est proclamée régente. Une fois devenu majeur, Charles, malade et sans envergure, laissera sa mère diriger le royaume. En 1574, encore un coup, le roi est mort, vive le roi. Un troisième fils de Catherine accède au trône, Henri III, qui la laisse gouverner quelque temps avant de l'écarter afin de régner par lui-même. Catherine n'est plus au pouvoir, même si elle a encore beaucoup d'influence. Son bilan politique est mitigé. Son règne, marqué par les guerres de religion, est encore sujet à controverse et on s'interroge sur le vrai rôle de la régente lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Ce n'est pas le sujet ici. En 1572 survient un événement qui va lui pourrir le reste de sa vie. Catherine de Médicis est une femme pieuse, mais aussi très superstitieuse. Elle s'est attachée les services d'un astrologue et voyant du nom de Côme Ruggieri, en qui elle a une confiance absolue. Un jour, elle lui demande « Que pouvez-vous me dire sur ma mort ?»« Je vois que vous mourrez fort âgée, Majesté, et ce sera près de Saint-Germain. »« Saint-Germain ? Saint-Germain ? Il doit y en avoir des centaines et des centaines de Saint-Germain en France, des villes et des villages, des hameaux, des églises, des chapelles. Elle-même en connaît au moins une dizaine. Tiens, à commencer par l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, très proche du palais des Tuileries qu'elle est en train de se faire construire. Les travaux sont immédiatement arrêtés. C'est que Catherine prend très au sérieux la prophétie de Ruggieri. Fini les messes à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Fini les séjours au château de feu François Ier à Saint-Germain-en-Laye. Elle fait recenser par les géographes et cartographes de la cour tous ceux qui portent ce nom. Désormais, plus aucun déplacement sans qu'un itinéraire rigoureux n'ait été établi qui évite soigneusement tous ces lieux maudits. En 1788, alors qu'elle approche de ses 70 ans, un âge très avancé pour l'époque, elle décide de se rendre à Blois, où doivent se tenir les états généraux convoqués par Henri III. C'est l'hiver, elle prend froid et doit s'aliter. Son état de santé s'aggrave rapidement. Mais elle n'est pas inquiète. Aucun Saint-Germain en vue. Pourtant, il devient évident que l'échéance est proche. Un prêtre est appelé à son chevet. Après s'être confessé, la vieille dame lui demande « Comment vous appelez-vous, mon père ?»« Julien de Saint-Germain, Majesté. » Fuir Saint-Germain, c'était vouloir fuir la mort, peine perdue, même si le destin, parfois, sait être facétieux et les prophéties troublantes. Merci beaucoup, Gérard. Voilà, ça donne vraiment le ton de ce livre. Ce sont des chroniques qui finalement sont aussi agréables à lire qu'à entendre. Personnellement, j'ai une petite préférence pour l'audio quand même. Oh, mais il y a eu un gros travail de Marielle sur le manuscrit parce que effectivement, quand je l'écris, je pense à la radio, quoi. Et je me mets des petites virgules, des points-virgules, des points pour avoir un respiration, un rythme. Et ce rythme de la radio, c'est pas forcément celui de la lecture. Donc Marielle a fait un gros travail derrière pour sucrer la ponctuation. En tout cas, merci beaucoup pour ces chroniques radiophoniques passées à l'écrit, donc grâce à nos amis de Complice Éditions. Marielle Salté-Boisson. Bonjour. Avec Alma, Mémoire d'une Cévenole, vous abandonnez le roman pour la biographie, oui. Mais ça n'est pas tout à fait une première pour vous, puisque vous êtes également écrivain public et que l'écriture de biographies, généralement non publiées d'ailleurs, pour des particuliers, fait partie de la palette de vos nombreux talents. Oui, pourquoi est-ce qu'on demande à un auteur d'écrire une biographie de soi-même, de sa famille Je crois que l'élan, d'abord, c'est l'exutoire. Souvent, on me dit j'ai beaucoup souffert, j'aimerais en parler, j'ai besoin de le poser, etc. Et puis après, il y a le devoir de transmission. C'est-à-dire que les gens ont envie que leurs petits-enfants, leurs enfants connaissent ce qu'ils ont vécu. Voilà. Et comme bien sûr tout le monde ne maîtrise pas l'écriture ou ne se sent pas capable d'écrire et de structurer correctement un livre, on fait appel à moi.
Voilà. Alors, dans ce cas précis, là, hein, dans le cas d'Alma, Mémoire d'une Cévenole, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça Oui. quand même. Alors, racontez-nous un peu la genèse de cette aventure qui est à la fois littéraire et familiale. Oui, c'est-à-dire ma grand-mère avait toujours pris l'habitude, depuis que nous étions tout petits, avec les cousins, de nous raconter des petites bribes de sa vie, de sa jeunesse, etc. Et puis un jour, je me suis dit, je suis la seule de toute la grande famille qui finalement écrit, donc je vais mettre tout ça sur papier avant qu'elle décède ou qu'elle soit sénile, quoi. Ouais. Donc on a fait un travail toutes les deux, mais au départ, c'était pour rester dans le domaine familial. Je crois qu'il faudrait encourager Oui. les gens Et à puis c'est ce elle, genre de pratique. c'est elle qui m'a dit, mais quand même, tu publies des livres un Ouais. peu partout, pourquoi tu voudrais pas publier mon histoire? Ouais, et Écoute, parce si que- tu veux. ouais, parce que Parce qu'elle avait un besoin de reconnaissance. Voilà. Et puis quand quelqu'un disparaît, on se dit toujours je regrette de c'est ce que n'avoir je pas me posé dis. de questions, de n'avoir pas demandé ceci ou Voilà. cela. Ouais. C'est ce que je me suis dit après pour mon grand-père qui était décédé avant et qui avait une vie très intéressante, très riche et tout. Je me suis dit, il aurait été ravi que je puisse récolter un petit peu tous ces souvenirs. Et bon, le temps a passé, c'est trop tard, quoi. Ouais, Voilà. c'est une bibliothèque qui meurt. Hein. Voilà, Voilà. voilà. Alors, comment a réagi votre grand-mère quand vous lui avez proposé de raconter son histoire? Alors, c'est parce que vous êtes un peu allé à la rencontre l'une de l'autre. Elle avait envie, vous avez proposé. Elle était ravie, ben, c'était tout simple. C'était Mamé, qu'est-ce que ça te dirait si j'écrivais ton histoire, que je raconte un petit peu ton enfance et tout ça? Ben, c'était oui. Oui, tout de suite, parce que toujours elle a eu cet élan de se dire, pour une fois, je serai un peu l'héroïne de quelque chose. Je serai sur la plus haute marche, c'est un peu autour de moi que ça va se tisser. Donc elle avait ce besoin aussi. Voilà. Et puis de laisser des souvenirs, c'est un peu une façon d'accéder à l'immortalité, Oui, quelque exactement, part. Hein. exactement. Puisqu'elle, des fois, elle me disait, tiens, tu vois ce que je te dis là, ben, même ta mère, elle ne le sait pas. Voilà, c'était... Et puis après, il y a eu tous les non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits aussi. Hein, parce que quand on se confie, comme je le vois quand j'écris des biographies pour des particuliers, les confessions dépassent largement le cadre de ce qui va être retranscrit. Donc c'était pareil avec ma grand-mère. Oui, Voilà. là, parfois, on peut se laisser aller à des confidences qu'on regrette ensuite. On s'est dit, bon, ça, il ne faut pas le dire parce que ça pourrait chagriner telle personne ou vexer telle personne. Donc voilà. Donc là, vous n'avez pas tout dit. J'ai pas tout dit. Je l'explique d'ailleurs dans les notes de l'auteur au départ. Là. J'ai pas pu tout dire, bien sûr. Vous le direz quand vous serez interviewé par votre petite fille. Peut-être. Peut-être. Alors, ça se passe comment là, quand on est sous... Je crois que vous êtes vous-même grand-mère. Hein. Oui, je suis grand-mère. Oui. Ça se passe comment la relation avec une petite... je crois que vous avez une petite fille, c'est ça? Voilà, hein pour l'instant, elle n'a que 3 ans et puis je ne la vois pas aussi souvent que ce que je voyais ma grand-mère Alma à cette époque-là. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un lien très particulier. Il y a un amour qui n'a pas à se construire, qui est inné, hein, qui est d'un naturel incroyable. Et puis quand on est grand-mère, on n'a pas cette responsabilité de l'éducatif. Ça, tous les grands-parents le connaissent. Donc c'est vrai qu'on n'est que dans la transmission, dans le jeu, dans l'affectif. Voilà. Oui, là, on peut vraiment se laisser aller. Là, hein. Voilà, cette grand-mère, j'ai eu la chance. Bon, elle habitait près de chez moi lorsque j'étais enfant et elle a beaucoup, beaucoup participé à mon éducation. Elle a été là pour tous les moments, quoi. C'était vraiment... voilà. Alors, nous pourrons demander à Gérard Guy de le faire, hein, puisqu'il excelle dans ce genre d'exercice, mais est-ce que vous pourriez nous résumer cette vie de votre grand-mère en quelques phrases? Mais c'est une vie très... À la manière de Gérard, peut-être. Voilà, c'est une vie très simple, finalement. Hein. Comme j'explique dès le début, c'est pas une épopée, c'est pas une aventurière, c'est une femme qui avait très, très peu d'instruction scolaire, qui vivait dans un milieu ouvrier, dans les ruelles de Saint-Jean-du-Gard, où tout le monde travaillait à la filature dès l'âge de 12 ans, ou les usines de tanin. Mais c'est justement cela qu'il a dépeint, parce que c'était quelqu'un de très naïf, finalement, quelqu'un de très naturel, qui basait tout sur l'amour, sur l'affectif, sur la confiance, et ça a tracé sa vie. Alors une vie pas banale, maintenant, avec le recul, on se dit, mariée à 16 ans, maman... en 4 ans, maman de 4 enfants, enfin, je veux dire, c'est des vies qui sont quand même assez extraordinaires. Quoi. Maintenant, c'est un vrai décalage pour la jeunesse de maintenant de lire ce genre de livre. Ça semble incroyable. Oui, on a l'impression d'être tout à fait sur une autre planète et ça n'est pas si loin que ça dans le temps. Hein, voilà, donc le livre retrace un petit peu cette enfance, cette vie dans les ruelles de Saint-Jean-du-Gard de 1922 à 1970. Après, il y a le départ sur Alès. Il y a une partie qui se passe sur Alès. Et puis la famille s'est installée sur Nîmes après. Puisque le grand-père est un cheminot, ils ont suivi un peu le poste à la gare. Voilà. Et puis le retour au plantier, sous les châtaigniers, dans les racines cévenoles pour la retraite. Voilà. Quand vous avez préparé cette biographie, Alma avait 85 ans, je crois, et elle vous a quitté quelques années plus tard. Oui. Quel regard est-ce qu'elle portait sur sa vie?
Beaucoup d'émotions. Elle a quand même réussi à se décaler un peu de sa propre histoire et à lire le texte comme si elle lisait justement, c'est ce côté exutoire justement, comme si elle lisait l'histoire de quelqu'un d'autre. Et elle était surtout, au début, elle était très angoissée parce qu'elle craignait le regard d'autrui. Elle se disait, qu'est-ce que mon histoire est-ce que ça va pas être ridicule? Est-ce que voilà ça? Et puis elle craignait aussi que j'ai accidentellement laissé sur le papier des choses interdites. Et finalement, elle a été rassurée et très fière. Hein, la fierté. Pour une fois, quand on lit l'histoire, on voit que c'est quelqu'un qui a toujours été très soumis au père, soumis au mari, etc. Et là, pour une fois, elle était l'héroïne. Tous les regards se tournent autour d'elle. Le livre est un livre terroir, mais le fil rouge, c'est la vie. Sa vie à elle, son ressenti, ses expressions. D'ailleurs, le livre est en partie écrit sous la forme de la conversation, justement pour garder cette intervention qui est quasi permanente, comme si elle était avec nous dans la lecture. En fait. Et vous-même, est-ce que vous l'avez considéré d'un œil différent après avoir appris tout ce que vous racontez dans le livre, plus tout ce que vous ne racontez pas, hein? Oui. J'ai pris conscience de cette fraîcheur, de cette naïveté qui pour moi était naturelle, mais là j'ai pris conscience un petit peu qu'elle aurait pu avoir un autre destin. Mais c'est ces fondements de ce caractère ont fait que son destin, elle l'a tracé aussi, comme ça. Et puis cette faculté aussi à voir le ciel bleu là où le ciel est noir, quoi. Voilà. Gérard Guy. Oui, et puis c'est pas simplement une biographie, c'est un portrait d'une femme, et un magnifique portrait d'une femme avant la libération féministe, avant le féminisme. Donc ça nous raconte quelque chose aussi de notre histoire commune. Oui, c'est vrai que c'est une tranche d'histoire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis sur la 4e. C'est notre histoire avec un grand H, finalement, au travers de la vie d'Alma. Ouais. Albert, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle vous a autorisé à publier? Bien sûr. Elle m'y a encouragée. D'ailleurs, puisqu'au départ, comme je disais tout à l'heure, le livre devait rester dans le domaine familial. C'est elle qui a insisté pour que je le publie. Voilà. Je sais que vous aimez bien écouter de la musique quand vous écrivez. Qui avez-vous convoqué cette fois-ci pour vous aider dans cet exercice, hein? J'ai toujours à peu près mes clés. Il y a quelques musiques classiques qui reviennent assez souvent, des musiques de films aussi parfois, et puis il y a toujours mes incontournables, les Pink Floyd. Voilà, ça c'est. Tous mes livres ont été écrits avec leur support. Mais il me faut toujours le support musical, de toute façon. Pour moi, c'est très important. Voilà. Mais c'est vrai que mes goûts sont éclectiques, et puis selon ce que j'écris, je vais piocher ce dont j'ai besoin dans le. Voilà. Est-ce que vous avez pioché dans les choix, dans les goûts musicaux de votre grand-mère, hein? Non, pas trop. Pas trop, parce qu'elle avait des goûts assez particuliers. Mais par contre, j'ai fait appel à mes souvenirs d'enfance, durant lesquels nous écoutions beaucoup de musique, justement. Alors, c'était Berthe Silva, c'était Edith Piaf, voilà. Fréhel. À la radio, donc, Gérard. À la radio, donc. À la radio, oui. Mais c'est vrai que la musique, ça permet de s'isoler. Moi, j'aime beaucoup la chanson française, mais je n'en mets jamais quand j'écris, parce qu'il faut écouter. C'est un peu difficile. Alors, je mets de l'opéra en allemand ou en italien, parce que je ne comprends rien à ce qu'il dit. Ou de la musique, voilà. C'est pour ça que je dis, il y a toujours Mozart, Berlioz, on retrouve toujours à peu près les mêmes. Et puis Pink Floyd, c'est pareil, il y a de très longues tranches musicales justement qui me permettent de m'isoler. Mais la chanson française, jamais dans l'écriture, ça distrait. Oui, parfois du jazz aussi, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Marielle. Je vous rappelle le titre de votre livre, Alma, mémoire d'une Cévenole. C'est paru chez Complice Éditions. Un petit mot peut-être sur les prochaines parutions de Complice Éditions. Voilà le livre de Gérard Guy. Et puis on va bientôt sortir un livre qui s'appelle Une vie de malade, le combat d'une mère, qui est écrit par Géraldine Mani et qui est préfacé avec un témoignage d'Alexandra Lamy suite à une émission de télévision qu'elle avait réalisée pour France 2 sur cette maman et son petit garçon malade. Et la maman a décidé de prendre la plume et voilà, ça va sortir le 10 juillet. Voilà, c'est le jour de mon anniversaire, je vous remercie pour ce cadeau. La voix au chapitre s'éteint pour aujourd'hui. Merci à Cathy Rouverol qui a assuré la technique. Merci à Marie-Françoise Joseph de l'association Graines de Lire, à Albert Grosselin pour la boucle, à Gérard Guy pour Histoire 2, chronique radiophonique, à Camille Elie pour Et on oubliera tous les affreux, et à Marielle Salté-Boisson pour Alma, l'histoire d'une Cévenole. Et merci surtout à vous tous, auditeurs fidèles. On se retrouve à la rentrée, 2e lundi de septembre. D'ici là, bon été de lecture. Au revoir à tous. Au revoir.